Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va de nouveau s'atteler à la lecture d'un article d'Initiative communiste, un journal du pôle de renaissance communiste en France, du PRCF, donc, sur la question ukrainienne. Hein. Bon, alors cet article, il date un peu. C'est un article du 12 mars 2014, mais ayant une certaine trace des événements historiques, d'histoire du temps présent, en l'occurrence. Il faut éviter d'avoir la mémoire courte, même s'il est au passage l'histoire et la mémoire, c'est deux choses différentes. Évitons d'avoir la mémoire courte et essayons de penser à ce que ça implique moralement à notre époque, en 2023, ce qui s'est passé dans les années 2010, 2014, etc. etc. Essayons de voir un peu ce qui pue du cul, ce qui sent le roussi, disons, pour être un peu plus poli. En Ukraine, enfin, parmi les pro-ukrainiens, du point de vue, de la décence, vous savez, une chose que l'Union européenne, que l'OTAN, enfin que l'euro, enfin tout ça, que l'euro-atlantisme n'a absolument pas, la décence, la dignité. Ce que les capitalistes n'ont pas, la dignité et la décence, ça c'est vraiment ce que les capitalistes n'ont pas du point de vue de leur alliance. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi nos chers européistes, nos chers otaniens, nos chers pro-ukrainiens n'ont absolument aucune décence dans cette affaire. L'article donc date du 12 mars 2014. Il s'intitule Révisionnisme nazi à Kiev. Nuremberg, donc je répète, révisionnisme nazi à Kiev. Nuremberg, un procès truqué selon l'ambassadeur d'Euromaïdan à l'ONU. On commence. L'agence de presse russe Itartas rapporte les déclarations de Yuri Sergeyev, ambassadeur des nouvelles autorités de Kiev, auprès de l'ONU, qui, dans la pure tradition des révisionnistes, remet en cause le procès de Nuremberg. Je cite: les preuves présentées par l'Union soviétique lors du jugement des criminels de guerre nazis ont été falsifiées. Fermez les guillemets. Bon. Au passage, je referme mon nouveau de parenthèse. Voilà. On voit un peu le niveau de ce cher pro-ukrainien, pro-nazi. On reprend. Rappelons que le centre Simon Wiesenthal avait dès 2010 fermement condamné la célébration des fascistes ukrainiens collaborateurs nazis lors de la révolution orange de Yushchenko. Geoffroy Giroux-Legros, dans un article des 7 lames La Mer, met les points sur les i. On reprend. Les nazis ukrainiens victimes d'un faux procès selon l'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU. Les collaborationnistes ukrainiens ont été calomniés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, comme le sont aujourd'hui les militants du parti néo-nazi Svoboda, estime le diplomate. Là, une parenthèse, on est sur du lourd en termes de révisionnisme historique, de négationnisme de la part de nos chers ukronazis. Ukrainiens, pardon. Otaniens, pardon. Je referme la parenthèse. Donc je reprends. Les attaques contre les déclinaisons ukrainiennes du nazisme au procès. Donc je répète. Les attaques contre les déclinaisons ukrainiennes du nazisme au procès de Nuremberg étaient, entre guillemets, injustes, a affirmé hier Yuri Sergeyev à la tribune des Nations Unies. Rapportait ce matin l'agence Itartas. Les preuves présentées par l'Union soviétique lors du jugement des criminels
guerre nazie ont été falsifiés, a-t-il précisé, visant les éléments produits contre le dirigeant nationaliste et collaborateur Stepan Bandera. En conséquence, a-t-il déclaré, ni les militants du parti Svoboda, ni des millions d'Ukrainiens ne doivent être confondus avec des nazis. Ok. J'ouvre une parenthèse. Vous mettez des millions d'Ukrainiens sur le même plan que les Nasbrock de Svoboda. On a beau avoir un gouvernement ukrainien pourri, tous les Ukrainiens ne sont pas des pourritures de nazis comme leur gouvernement. Je suis anti-ukrainien, je suis anti-Ukraine. En fait, je suis anti-gouvernement ukrainien. Je ne supporte pas les nazis. Je compte les nationalistes ukrainiens. Après, les populations. Voilà. Donc, il y a des Ukrainiens qui sont russes. Je ferme la parenthèse. Je reprends. Chef de l'organisation des nationalistes ukrainiens, OUN, Bandera avait été recruté par le Troisième Reich avant même l'attaque allemande contre l'Union soviétique, rappelle l'historien américain Norman J. Goda dans Tales from Spandau, Cambridge University Press, 2008. Artisan de l'indépendance ukrainienne proclamée en 1941 dans le sillage de l'invasion nazie, il fut l'un des instigateurs du pogrom déclenché contre les Juifs de Lvov la même année. Emprisonné par ses anciens protecteurs du fait de divergences sur le contenu de l'indépendance, il trouva leur faveur à la fin de la guerre. S'il évita de s'engager personnellement dans la division SS Galicie créée en 1943, il en critiquait avant tout la mainmise allemande. Stepan Bandera y envoya nombre de cadres de son organisation, tentant en vain d'en prendre le contrôle. Récupéré entre guillemets par les services secrets américains, à l'instar de nombreux criminels de guerre nazis et de collaborateurs étrangers tels que le dirigeant oustachi croate Ante Pavelić, il tenta de garder le contrôle de la lutte armée menée contre l'armée soviétique par les nationalistes ukrainiens, dont les derniers foyers furent liquidés en 1953. Porté au rang d'histoire officielle de l'Ukraine depuis la révolution orange de 2004, la théorie selon laquelle Bandera et ses troupes auraient lutté sur deux fronts contre les soviétiques et contre l'armée allemande a été forgée par les collaborationnistes eux-mêmes et reprise par les services américains afin de légitimer leur emploi, précise l'ancien procureur et officier du renseignement américain John Loftus dans son ouvrage Belarus Secret, Knopf, 1982. Réfugié en Allemagne fédérale, à l'instar, comme l'a montré l'historien Alfred Wall, de nombre de bénéficiaires d'une dénazification limitée, Bandera fut exécuté par le KGB en 1959. Déclaré héros national ukrainien en 2010, ce qui valut à Kiev la réprobation du Parlement européen, Stepan Bandera demeure la référence centrale de l'extrême droite ukrainienne, et plus particulièrement du parti Svoboda, qui rend également hommage à la division SS Galicie. Selon l'historien Karel Berkov, Harvest of Despair, Belknap 2008, le projet bandériste visait à évincer du futur État indépendant tous les ennemis, les étrangers ainsi que les juifs, qui selon l'OUN avaient sucé le sang de nos paysans par l'usure, et soutenaient désormais le communisme. Les juifs de l'Union soviétique sont les plus loyaux partisans de l'idéologie bolchevique et l'avant-garde de l'impérialisme moscovite en Ukraine. C'est leur propos, hein, à nos chers bandéristes. Les dirigeants bandéristes en avaient conclu qu'ils devaient être tués, écrit Karel Berkov. Quant aux Russes, ils étaient tout simplement à leurs yeux des bolcheviks, comme d'ailleurs quiconque possédait des livres en russe ou savait parler la langue russe, écrit M. Berkov. Écrit Monsieur Berkov. Excusez-moi. Une idéologie synthétisée aujourd'hui dans le mot d'ordre de Svoboda, tabassons les Youpins et les Roscoff, entre guillemets.
Réagissant ce mardi, le ministère des Affaires étrangères, pardon, réagissant ce mardi, le ministère russe des Affaires étrangères s'est indigné par les propos de M. Sergueïev. Par ces termes, le représentant de l'Ukraine à l'ONU offense la mémoire des Russes, des Polonais, des Juifs et des citoyens d'autres nationalités victimes des atrocités commises par les collaborateurs ukrainiens des nazis. Les preuves de ces faits abondent et nous sommes prêts à permettre à M. Sergueïev d'en prendre connaissance, conclut la partie russe. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors si évidemment le Parlement européen a du mal à justifier ça, bon, vous savez bien que le Parlement européen, ça a été fait quand même par d'anciens collaborateurs du Reich. C'est des libéraux, c'est des gens qui sont reconvertis au libéralisme après avoir été des nazis et des chrétiens conservateurs, les européistes. Mais c'est vrai que c'était tellement gros un peu le nationalisme ukrainien que parfois ça passe pas en fait à un certain niveau. Vous voyez, ça, il y a des choses qui sont trop grosses pour passer en fait. C'est-à-dire, après, ils ont une réprobation du Parlement européen, mais soutenue par l'OTAN. L'Europe, vous savez, c'est une union économique. C'est une union économique et un carcan pour empêcher les nations d'Europe d'être indépendantes économiquement. Et donc, du coup, de faire une politique sociale et aussi pour un peu les obliger à être un peu les petits chiens-chiens des Américains. Qui eux possèdent leur propre monnaie. Ils sont pas non plus cons à ce point-là. Sans compter que l'Union européenne est antidémocratique. Mais c'était tellement gros voilà, que ça ne pouvait pas passer. En revanche, l'OTAN, vous savez bien que soutenant l'Ukraine, ils soutenaient ouvertement des néo-nazis, mais ils s'en foutent. Hein. Ils parlent à la fois de démocratie, tout en faisant copain-copain avec des Nasbrock. C'est vrai qu'ils sont pas à... Ils sont pas à une incohérence près, hein, nos chers occidentalistes. L'UE, l'OTAN, l'euro, c'est la même chose. C'est l'euro-atlantisme. C'est l'impérialisme. Mais parfois, ça casse. Parfois, c'est tellement gros, en fait, de faire passer Bandera hein, pour un héros, comme le fait le gouvernement ukrainien. Tellement ils sont anti-Poutine qu'ils sont prêts à être... ils sont peut-être tellement poutinophobes, en fait, qu'ils sont pro-nazis dans leur... nos chers impérialistes libéraux. À un certain niveau, ça passe pas. À un certain niveau, ça peut pas passer. C'est tellement gros. Voilà. Mais ils osent en fait. Ils osent nos chers Ukrainiens, nos chers Ukro-nazis. Ça va très loin. Ça va même trop loin pour nos bien-pensants capitalistes, européistes. Voilà. Bon, j'espère que cet article, hein, son petit commentaire vous aura plu. Hein, sinon, je vous souhaite de prendre soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.